Donc voilà les curieux, chose promise, chose due. Nous recevons donc Marine d'Analgesia, c'est ça? Bonjour tout le monde. Pour pouvoir voilà, discuter un petit peu d'analgésia, en apprendre un peu plus sur la douleur Sur chronique la fondation, et la voilà, ouais, fondation. tout à fait. Et donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat. Je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder un Oui, petit peu. si, je commence. Là. Ça y est, maintenant, à force, ça fait 5 ans que je fais l'événement, ça y est, je... Ah oui, 5 ans, Eh 5 oui, ans. moi 5 ans, la première édition, j'avais pas pu la faire parce que j'étais en congé maternité. Et depuis, j'ai fait toutes les éditions, donc ça y est, on commence un peu à être rodé. Ah va être rodé. Alors je Côté m'éloigne de toi juste analgésia. pour éviter le retour. D'accord, Voilà, ok. mais ne t'inquiète pas. Alors, déjà, est-ce que tu peux présenter la fondation, La du coup? fondation. Alors, Analgesia, on est une fondation partenariale. C'est un statut un petit peu particulier. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais je vais vous expliquer pourquoi ce mot partenarial, parce qu'il est très important, nous, chez Analgesia. C'est qu'en fait, on collabore avec des acteurs très différents les uns des autres dans le domaine scientifique. Donc, on est... c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche voilà, qui nous a décerné le titre de fondation partenariale. Donc, La classe. c'est très, voilà, c'est eux qui nous contrôlent et on est en lien aussi avec le rectorat. C'est à eux qu'on rend des comptes, etc. Donc, c'est pour, voilà, pour vous expliquer qu'on est, on a été créé quand même avec des statuts bien particuliers, juridiques, etc. En 2016. On va fêter nos 10 ans cette année. Wow. Joyeux anniversaire. Voilà, merci. Et donc, on a, nous, des membres fondateurs donc, qui étaient là à la création de la fondation. Donc, nous, on est basé à Clermont-Ferrand. Ça, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire dès le début. Pourquoi Clermont-Ferrand? Parce que se situe et a été créée une des plus grosses équipes de recherche. INSERM et CNRS, c'est des labels qu'ils décernent à des équipes de recherche. La plus grosse équipe de recherche sur la douleur en France. Elle s'appelle Neurodol. Et donc, c'est notre ancien président, le professeur Alain Echalier, qui avait créé cette équipe. Et lui, en fait, donc c'était un chercheur, il a initié des recherches sur la douleur chronique. Et il s'est dit, ah, mais il manque quelque chose. En fait, c'est très cloisonné, la recherche. Moi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout quand je suis arrivée chez Analgesia. C'est-à-dire que les chercheurs travaillent avec les chercheurs, les médecins, c'est-à-dire les cliniciens, ce qu'on appelle, travaillent ensemble. Les patients, quand même, c'est quand même notre cible finale. C'est pour eux qu'on travaille. Eh ben, ils n'ont pas d'échange avec les médecins et les chercheurs. Et c'est quand même dommage. Ouais. Et donc lui, c'était toujours on va dire son leitmotiv, c'était il faut que tout le monde réfléchisse, travaille ensemble, d'où ce côté partenarial en fait. Okay. Et donc nous on a nos membres fondateurs, par exemple c'est le CHU de Clermont-Ferrand, c'est l'université Clermont-Auvergne, on a aussi une école de chimie qui s'appelle l'école Sigma. À Clermont. Pourquoi la chimie? Parce que les molécules antalgiques, ce sont des chimistes qui font des essais dessus. Donc voilà, ces gens-là, en fait, étaient au début à la création de la fondation. Et donc l'idée, c'est de faire collaborer tout ce petit monde lors de réunions, de projets. C'est-à-dire que les médecins travaillent avec les chercheurs, mais aussi les associations de patients qui font remonter les besoins. On a aussi besoin de patients pour tester, pour rentrer dans des études cliniques et autres. Et donc, le but, c'était de faire collaborer en fait tout ce petit monde autour de la fondation qui a été créée en 2016. Voilà. Et du coup aujourd'hui, donc là principalement à Clermont-Ferrand, mais est-ce que vous avez des antennes un peu partout? On n'a pas d'antenne. Nous, on est le siège de la fondation est à Clermont. On est une équipe de salariés. Aujourd'hui, on est à peu près 3,5. Voilà, je dis 3,5 parce qu'on a des alternants. On a une personne qui travaille à mi-temps aussi entre le CHU de Clermont et Analgesia. Donc la fondation a bien grossi. Donc les permanents, on va dire, sont à Clermont-Ferrand. Mais ensuite, le collaboratif se joue notamment avec des médecins qui se trouvent dans les centres de la douleur. Donc, il y en a, il me semble, un peu plus de 200 en France, ou des unités de douleur. En tout cas, c'est des services qui accueillent les patients douloureux chroniques. Et donc, nous, on travaille avec 21 centres de la douleur en France, qui se situent pour la plupart dans des CHU. Ce sont des services, en fait, qui sont dédiés, comme un service de cardiologie pour tout ce qui est cardiaque, un service de pneumo pour tout ce qui est pneumo. Et ben, il y a les centres de la douleur. Et ces services, ils sont très importants. Ils ont été créés lors d'un plan de douleur
par Monsieur Kouchner, si je me rappelle bien, dans les années 80. Merci pour le don de 10 €, Sandre Lé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, parce qu'il y avait, il y a des pathologies où il y avait des services, mais pour la douleur, il n'y avait rien. Donc, il a fallu structurer tout ça. Et donc, il y a des unités, des services qui sont dédiés à l'accueil des patients douloureux chroniques. D'accord. Et donc, on en parlait tout à l'heure un peu en off. Ces services, ils sont hyper intéressants parce que il n'y a pas que des médecins de la douleur, il y a aussi des psychothérapeutes, des kinés, des infirmières, des assistantes. Nous, à Clermont-Ferrand, on a de la chance, il y a même une assistante sociale, en fait. C'est ce qu'on disait, qui est là pour aider les patients. En général, ils sont en arrêt maladie, donc il faut faire des dossiers, etc. Donc ça, c'est vraiment une chance à Clermont. Ils sont très bien dotés là-dessus. Et donc ces services-là, nous, en fait, nos projets qu'on élabore côté Analgesia, on les teste. On a un projet notamment qui s'appelle Idole, alors qui a été notre premier projet, qui est en fait une application qui permet le suivi en vie réelle des patients douloureux chroniques qui sont suivis en centre de la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, le biais, ça va vous paraître peut-être fou, mais c'est le cas, c'est qu'en fait, le patient, quand il venait en centre de la douleur, il voit son médecin, déjà le délai d'attente est très très long, et donc il voit son médecin aller tous les 6 mois. Alors, pour une douleur chronique qui est là tous les jours, c'est quand même compliqué de le voir tous les 6 mois. Ça fait peu. Et donc du coup, c'est ça qui est un peu compliqué, parce que si on vous demande qu'est-ce que vous avez mangé il y a 15 jours, je pense que vous ne saurez pas, et la douleur c'est pareil. Le patient, en fait, quand il vient en rendez-vous, il va décrire la douleur qu'il a eue la semaine dernière, ou le jour J, ou les 4-5 jours avant. Il n'y avait pas d'outils, en fait, qui permettaient de mesurer ce qui s'était passé les 6 derniers mois. Voilà. Autant sur la douleur, mais aussi il n'y a pas que la douleur, et ça c'est le message aussi que je veux faire passer, c'est que nous on joue, on prône pas le zéro douleur, parce que c'est très compliqué. Les patients sont tous différents, ils ont un vécu de la douleur différent. Nous, on prône surtout l'amélioration de la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça passe par le sommeil, l'anxiété, le fait aussi si le patient arrive à bouger. Parce que c'est pas facile. Les patients douloureux chroniques, malheureusement, ils ont tellement mal qu'ils ont peur de bouger. Alors qu'il faut bouger. Mais avec des exercices adaptés. Exactement. Souvent, ils ont peur. On leur dit, il faut faire de l'exercice. Ah oui, mais moi, je peux pas marcher des kilomètres. Mais c'est pas du tout ça. C'est déjà sortir tous les jours, aller marcher 10 minutes. Donc voilà, en fait, c'est ces approches-là. Même si vous êtes sédentaire, ça marche aussi. Voilà. Et donc du coup, tout le monde a besoin de bouger. Mais c'est vrai que c'est des choses, que les patients ne savent pas. Et donc cet outil, par exemple Idole, grâce à des fonds de mécènes, mais aussi certaines éditions live, ça nous a permis de créer cette application où le patient en fait renseigne ses infos avant son rendez-vous et pendant sa période où il n'a pas de rendez-vous. Et le jour où il a son rendez-vous avec le médecin, le médecin a une plateforme sur son écran, et il voit en fait l'évolution du patient. Et puis il peut aussi se dire écoutez, on va essayer telle ou telle technique pour améliorer votre douleur, et puis on voit si ça s'améliore ou pas. Est-ce que ça améliore votre sommeil? Ça permet d'avoir un regard objectif. Exactement, sur la douleur. Exactement. Donc c'est par exemple des projets que nous on développe chez Analgesia, et donc on a besoin des centres de la douleur pour tester ces projets, voir s'il y a vraiment un besoin, et il y en avait un parce que c'était eux qui nous avaient fait remonter le besoin. Donc oui, nous on travaille beaucoup avec les centres de la douleur, on a beaucoup de remontées terrain, et ça c'est important. Et on en a aussi beaucoup via les associations de patients. On travaille par exemple avec la FVD, qui est l'association française pour vaincre les douleurs. AFVD, voilà. Je fais un petit coucou à ça. AFVD, c'est ça? AFVD. Vas-y, je te laisse taper, comme ça j'évite de taper des bêtises. Voilà, AFVD. Vous pouvez aller voir leur site, ils font des choses très intéressantes. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Audrey, qui est quand même très connectée, qui est la présidente, qui elle souffre par exemple d'algie vasculaire de la face. Ah là là, ça c'est dur. C'est terrible. D'ailleurs, on l'appelle souvent la maladie du suicide. C'est qu'il y a beaucoup de patients en effet qui sont tellement à bout, qui malheureusement se suicident. C'est des douleurs au niveau du visage qui sont absolument terribles. Et donc, c'est un URL. D'accord. T'inquiète pas. D'accord. C'est un URL. Je pense qu'il a voulu. Il partage le lien. Il propose
ils proposent, donc c'est une association de patients, Merci, elles font par Julie. exemple des cafés Zoom, déjà un groupement de parole, d'échanger Ça, entre c'est patients, important, c'est les super. échanges. Hein. Ah, Moi, ouais. j'avoue que à travers le stream, Eh je ben le oui, vois, c'est le un fait peu, que les gens parlent. Et oui. Et c'est un peu ce que j'ai voulu aussi créer, que ça Une se libère. émulation, Voilà, que les gens ne une soient pas dans entraide. leur En coin. fait, c'est ça qui Ouais. est Et de difficile chez les l'entraide, patients douloureux chroniques, c'est qu'ils s'isolent parce que on parlait de l'invisibilité de la douleur chronique, Ouais. c'est que ça ne se voit pas. Ouais. C'est dur pour les proches, c'est dur pour le patient lui-même, et donc il n'est pas toujours cru parce qu'il n'y a pas de signes visibles. Et en plus, certaines pathologies, il n'y a pas de marqueurs biologiques non plus. Oui, Hein. oui, on parlait de la fibromyalgie, On n'a par pas exemple. une radio ou une échographie dans la fibromyalgie. On se dit voilà, cette personne, c'est clair, on voit que c'est une fibromyalgie. En fait, non, il n'y a pas de signe direct. Donc c'est pas facile pour les patients. Et donc du coup, j'en reviens à l'association. Voilà, il y a aussi des intervenants qui viennent leur proposer des séances de méditation, des conseils aussi sur l'alimentation. Enfin, c'est une prise en charge de la douleur. Il faut que ce soit vraiment global. De toute façon, la santé, c'est du global. C'est du global. C'est du Exactement. global. Tout est important. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a pas que le médicament, même si nous, on travaille aussi avec des pharmacologues. Donc, c'est des gens qui travaillent sur la recherche pour créer de nouveaux médicaments. Nous, on envisage les choses côté analgésia de manière globale, en fait. C'est une approche pluridisciplinaire. C'est ce qui me parle beaucoup. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui me parle énormément et j'essaye en tout cas de partager un peu cette vision-là de la santé à travers Mais le oui, stream. c'est ça, c'est global. On parle de santé globale. En douleur chronique, oui, il faut bouger. Oui, il faut faire attention à son alimentation. Ça peut aider. Des fois, ça marche sur certains patients, des fois, d'autres non. En fait, il ne faut pas hésiter à tester des approches, mais il faut être accompagné. Et là, je mets un gros warning. Attention, parce que souvent les patients douloureux chroniques, ils sont souvent en détresse pour la plupart. Et en effet, j'ai vu, il y a des fois... c'est l'algologue qui ne vous croit pas. C'est compliqué, en effet. Il faut avoir confiance en son praticien. Il faut quand même qu'il y ait une relation de confiance, mais attention, parce que souvent, certains patients sont en détresse et vont vers des approches qui scientifiquement ne sont pas toujours validées. Ouais. Je vais employer le mot, même si attention aux charlatans aussi. Oui, mais c'est un peu on en parle aussi sur la chaîne régulièrement, parce qu'effectivement, quand on est dans la souffrance, que ce soit les douleurs chroniques, les cancers, les choses comme ça, on est prêt à tout essayer. Ouais. Et malheureusement, parfois, à tomber sur des charlatans et qui peuvent faire pire sur la santé. Exactement. En plus de prendre votre argent, tout à fait. Ils vont peut-être. En plus, c'est des choses bien sûr qui sont pas remboursées, souvent les patients douloureux, ils sont en arrêt maladie, donc il y a quand même une certaine précarité pour certains. Et en effet, il faut, ça, nous on y tient aussi chez Analgesia, c'est qu'il faut faire la part des choses. Et si vous voyez qu'à un moment ça dérape et que ça va pas, il faut pas hésiter. Et puis il faut se renseigner aussi. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ? Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur telle ou telle approche ? Après, si ça fait du bien aux patients, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, et puis ça coûte cher. Enfin voilà, il faut se poser. Le patient doit être acteur et doit se poser les bonnes questions. Voilà. Oui, puis pas hésiter à se renseigner, parce que c'est vrai que moi, je ne prône pas les médecines douces non plus, mais je les interdis pas dans le sens où tant que les red flags sont pas là et que ça vous fait du bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a des patients, alors on a fait parce que chez Analgesia, donc on a des projets scientifiques et notamment dans le domaine de la santé digitale, mais on a aussi des actions de sensibilisation. Et donc, récemment, je vous donne un exemple, on a fait une conférence sur cancer et douleur. Parce que on a des patients qui sont guéris du cancer. Donc, c'est chouette. Leur oncologue leur dit vous êtes un survivant du cancer. Tout va bien. Reprenez votre vie normalement. Exactement, sauf qu'ils ont parfois des douleurs atroces. Parce que la chimio, ça peut attaquer les nerfs. Voilà. Et donc, ça peut attaquer les nerfs. Et donc, ils ont des douleurs dans les membres
des paresthésies, des choses comme ça. Exactement, qui sont assez terribles. Et donc, nous, on a un chercheur dans l'équipe Neurodol qui fait des recherches sur tout ce qui est douleur liée au cancer et comment on peut soulager les patients. Donc, il y a des recherches en cours et on s'est rendu compte qu'en effet, les patients n'osaient pas dire qu'ils avaient mal. Ils étaient guéris du cancer, donc ils n'avaient pas le droit de se plaindre. Alors que il y a des c'est quand même ça gâche leur qualité de vie et autres. Et donc il y a une médecin qui est intervenue sur les approches non médicamenteuses. Et donc il y a par exemple l'acupuncture a eu des retours assez positifs en termes d'études. Il y a de la phytothérapie aussi, et du coup, photomodulation. Alors ça je connais pas trop, mais j'ai découvert cette technique là, notamment pour les gens qui ont des douleurs, des mucites dans la bouche. D'accord, avec la lumière. Avec la lumière, voilà. D'accord. À l'exposition au niveau de la douleur. Des muqueuses. Alors ça, pareil, j'ai découvert parce que moi je ne connaissais pas du tout. Parce que là, ces études, elles vont prouver que ça soulage, mais sans savoir pourquoi forcément. Et oui, voilà. Donc c'est pour ça que scientifiquement. Et oui, mais des fois, force. Alors il y a il y a des patients où c'est un peu plus compliqué que d'autres, donc ils essayent des approches un peu complémentaires. Et donc pareil, moi l'acupuncture, j'étais assez surprise et elle disait que sur certains patients, ça permettait en tout cas déjà de faire diminuer le stress. Parce que forcément, plus on est anxieux, stressé, plus les douleurs, c'est dans notre tête. Et donc c'est pour ça que, par exemple, il faut pas exclure telle ou telle approche, mais il faut bien se renseigner en amont. Oui, voilà. Il faut en être conscient. Et ces études, elles font quand même le parallèle par rapport à du placebo. Oui, tout à fait. Parce que des fois, il y a du mieux. Oui, mais est-ce qu'un placebo fait mieux ou pas? Oui, tout à fait. Donc c'était pour vous donner un petit peu un champ un peu vaste sur nous un peu comment on essaie de proposer des solutions aux patients qui n'excluent pas ni les médicaments ni les alternatives. Les alternatives. Voilà. Il y avait une question de Zugur qui était est-ce que la douleur, est-ce qu'elle peut se voir par exemple par le cerveau? Comment on détecte la douleur autrement que parce que dit le patient? Et c'est hyper subjectif la douleur. Alors c'est ça. Alors je suis pas assez calée sur tout ce qui est imagerie ou autre dans le cerveau. Il faudrait que je demande à mes collègues plutôt chercheurs. Mais et c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait c'est très subjectif la douleur et ça ne peut pas passer sans nous on peut pas l'évaluer et apporter des conseils ou autres par l'évaluation de ce que va nous dire le patient. Par des questionnaires. Nous, par exemple, dans nos applications, je parlais d'Idol tout à l'heure, il y a des questionnaires scientifiques qui ont été validés et autres sur la qualité de vie, le sommeil, l'anxiété. Et ça, c'est hyper important parce qu'à la fin, vous avez un score. Vous répondez avec des lettres ou cochez des cases. Et suivant votre score, en fait, c'est là où ça va vraiment nous dire oui, cette personne-là, elle est déprimée, même elle est en dépression. Donc, il faut qu'on agisse là-dessus. Vous avez des problèmes de sommeil. Donc, il faut qu'on voit comment le soir, est-ce qu'il ne faut pas faire un agenda du sommeil, qu'est-ce que vous avez fait avant d'aller vous coucher ou autre. Il y a plein de techniques et en effet, ces questionnaires, nous, ils sont hyper importants et en effet, c'est le retour du patient. C'est ce qui va permettre aux médecins, en premier lieu, d'enclencher en tout cas soit un traitement, mais surtout comprendre en fait des stratégies, comment cette douleur est arrivée. Et ça, c'est hyper important. C'est le patient doit être acteur. Alors, je dis ça, mais c'est pas si simple. Mais c'est surtout en fait comprendre pourquoi on a mal, à quel moment, pourquoi on est en colère, parce qu'on ressent souvent de l'injustice quand on est patient douloureux chronique. Et ça, c'est important aussi de faire un travail là-dessus. Et notamment, nous, dans nos outils numériques, on a aussi toute une partie psycho. Pour aider le patient à comprendre. Je sais qu'il y a un exercice où on fait une lettre de colère, par exemple. On écrit en fait pourquoi je suis en colère, verbaliser et essayer de comprendre. Et avec cette compréhension-là, c'est plus facile de mettre en place des méthodes. C'est les câbles. Il y a plein de câbles ici. De mettre en place des méthodes qui répondent en fait aux patients. En fait, chaque patient est différent. C'est ça qui est on difficile est tous dans différents. La douleur. C'est qu'il n'y a pas de médicament miracle. Ça va marcher chez un ou telle approche va marcher chez l'un, mais pas chez l'autre. Et du coup, ça prend du temps aussi. Les centres de la douleur, on dit qu'ils sont surchargés. C'est pas pour rien, c'est pas des consultations de 15 minutes ou 10 minutes. Là, puis on parle de 23 millions de personnes en plus. De 30 minutes, où il y a un premier médecin qui vous voit, ensuite une infirmière qui peut vous faire tel ou tel soin
je ne sais pas si c'est une douleur localisée, voilà, il peut y avoir un soin derrière. Enfin, c'est ça qui est compliqué en fait, et c'est pour ça que la recherche sur la douleur, il y a encore on a une marge de progression qui est assez énorme, parce que c'est très subjectif. Mais moi, surtout, ce que je voudrais qu'on retienne comme message, c'est que il faut pas attendre quand on a mal. Parce que pour revenir sur la définition d'une douleur chronique, c'est une douleur qui est là au-delà de 3 mois consécutifs. Donc une douleur qui dure plus de 3 mois et qui est là quand même, alors peut-être pas tous les jours, mais qui revient souvent. Voilà, on parlait de la migraine ou de l'endométriose. Alors vous n'avez pas des migraines tous les jours, il y en a certains si, mais d'autres non, et heureusement. Les fréquences peuvent varier. Mais c'est les fréquences. Et il faut vous alerter quand vous voyez que cette douleur, elle revient souvent et qu'elle dure dans le temps. Et il ne faut pas attendre. Alors, il faut aller consulter son médecin traitant, mais il faut aussi, on peut aller voir son ostéopathe. Il faut essayer aussi de. L'ostéopathe aussi, c'est une grande question parce que scientifiquement. Ah oui, alors ça, je sais. Et pourtant, moi, je sais que j'en vois. Les kinés m'ont toujours conseillé d'aller voir un ostéopathe dans certaines situations. Donc bon. Eh bien, alors c'est ce que j'allais dire. Il y en a chez qui ça aide et d'autres non. Mais il faut pas attendre, et il faut pas s'arrêter peut-être aussi qu'à un diagnostic. C'est-à-dire, il faut. On en parlait aussi tout à l'heure quand on parlait de notre préparation de dialogue. C'est qu'en fait, les médecins généralistes, malheureusement, ont très peu, et même les médecins en général, ont très peu de cours sur la douleur. Ouais, ils sont pas formés. Ils sont pas formés, ce qui peut paraître assez fou, parce que c'est quand même un des premiers symptômes pour lequel on consulte, la douleur. Oui. J'ai mal à tel endroit. J'ai mal, il y a un problème. Tout à fait. Et en fait, ils ont très peu d'heures de cours, donc il y a aussi un problème de formation, on va pas se le cacher. Donc en fait, il faut prendre le problème dès le début, parce que sinon ça se chronicise, et plus on attend, plus c'est compliqué après de faire changer aussi les habitudes du patient. Ouais, puis de casser la boucle. Et de casser la boucle, exactement. Parce que ça, c'est des choses aussi dont on a parlé, parce que c'est des sujets dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais effectivement, la mise en boucle de la douleur qui se répond à elle-même, et le cerveau qui anticipe, etc. Et que ça, en fait, tout à fait. Il n'y a plus forcément de problème des fois, mais en fait, la boucle, elle s'est installée, et la douleur reste. Et la douleur reste, exactement. Donc, la douleur est imprimée, et c'est, elle est là, et puis elle vous le rappelle aussi au quotidien. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, on disait, quand on dit c'est dans ta tête, peut-être que oui, mais il faut le prendre en charge. C'est ça, exactement. C'est dans la tête, oui, parce que le système de la douleur passe par le cerveau, et c'est vrai. Mais il faut, oui, en effet, il y a un gros travail à faire sur l'écoute du patient, et dès le médecin traitant, en fait. Quand on arrive en centre de la douleur, c'est déjà une chance d'avoir une place, mais c'est des fois parfois trop tard. La douleur s'est déjà beaucoup installée, et c'est difficile de refaire bouger le patient. Il y a tout un travail aussi. Ils arrivent souvent avec des ordonnances assez lourdes, avec des traitements opioïdes notamment, qui sont pas faits pour les douleurs chroniques, qui sont pas forcément adaptés au final. Et qui surtout engendrent des effets secondaires vraiment pas sympa pour les patients. Plus potentiellement de la dépendance, etc. La dépendance, créer des problèmes sur un problème. Problèmes digestifs. Donc c'est quand même pas rien, en fait, les traitements. Et donc c'est pareil, il faut se renseigner, il faut poser des questions à son médecin, pourquoi tel ou tel traitement, pour savoir réellement aussi, parce qu'il y a certains patients qui ont des listes de médicaments sur prescription, et ils ne savent pas pourquoi ils prennent ça. Et des fois, nous, c'est un peu le rôle de notre président, le professeur Rottier, qui voit des patients au centre de la douleur, c'est déjà des fois de déprescrire. C'est-à-dire voir, est-ce que ce médicament, il est là pour ça, pour traiter telle ou telle comorbidité, on va dire. Mais en fait, il faut voir aussi l'effet. Et si ça ne fait pas effet, on déprescrit. Parce que il y a des fois des cocktails. Oui, c'est toujours le bénéfice-risque, en fait. Exactement. C'est toujours le même principe. Tout à fait. Juste, Dragor, tu disais la douleur est une information désagréable mais nécessaire. Oui, mais quand elle rentre dans une boucle, c'est autre chose. C'est ça. En fait, la douleur, elle est nécessaire. Dans le cadre de la douleur aiguë, quand vous brûlez,
c'est pour signaler le danger. Quand c'est de la survie. Voilà, c'est de la survie. Vous faites mal, etc. Après une opération aussi, c'est pour montrer aussi que mon corps réagit aussi. Hein. Ça, c'est la douleur aiguë. La douleur chronique, c'est quand la douleur devient une vraie maladie à part entière et que le système de la douleur déraille. Ouais. C'est un dérèglement du truc, du système de protection. Un dérèglement, il a du mal à faire la part des choses. Et donc, il faut bien distinguer les deux. Douleur chronique, douleur aiguë. C'est ce qui est difficile aussi pour les patients. C'est pour les patients douloureux chroniques, il y en a beaucoup qui leur disent « Oh, ben moi, tu te plains, mais moi j'en ai eu des douleurs et ça va mieux. » Oui, mais on parle pas des mêmes douleurs. Oui, c'est pas juste tu t'es cogné le doigt et puis ça passe j'ai eu une opération après, ou autre. Là, on parle de mal de dos, donc la lombalgie chronique, qui est un peu le mal du siècle. Oui. Voilà. C'est 60% des personnes qui sont en invalidité pour ça ou qui ça les perturbe dans le travail. Oui. Et 90% c'est commun, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine pathologique, on va dire d'hernie ou de choses comme ça. Donc ça c'est difficile et les patients ont encore plus de mal ils le vivent pas bien parce qu'ils se disent mais attention, faut pas tout mélanger, douleur chronique, douleur aiguë, moi c'est tous les jours, je ressens ça, imagine-toi, je ressens une douleur très forte tous les jours et c'est vrai que notamment je pense aux migraineux. C'est quand même très handicapant, une migraine. On parle pas juste d'une migraine des fois qu'on peut avoir de temps en temps. Là, c'est vraiment, ça vous handicape, il faut que vous soyez dans le noir. Ça handicape le quotidien, la douleur chronique. Ça a vraiment un impact. On sort plus, on voit plus ses amis, on peut plus aller travailler, on a du mal à marcher, à bouger. Ça touche tous les aspects de la santé, en fait, le physique, le psychique, le social, et dans le social, le perso, le pro. C'est vraiment. Tout à fait, ça impacte la qualité de vie. Voilà. Et nous, dans nos outils, notamment en santé numérique, c'est justement d'améliorer la qualité de vie des patients, faire en sorte que la douleur n'envahisse moins leur vie. Par des techniques de méditation pleine conscience. Justement, j'allais te demander les techniques parce qu'on parle souvent du TENS sur la chaîne. Oui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres et si oui, lesquels? Est-ce qu'il y en a aussi, tu l'as vu, en France, à l'étranger, qui peuvent varier Alors ça, je saurais pas trop te dire. Parce qu'en effet, il faudrait faire une bibliographie, ce qu'on appelle, de toute la littérature scientifique, des études et autres. En effet, il y a des pays qui utilisent peut-être plus le TENS que d'autres, même aussi dans les médicaments antalgiques. Nous, on est très consommateurs de paracétamol en France. Oui. Les autres pays, notamment aux États-Unis, on est plus sur de l'ibuprofène. Donc c'est. Alors j'aurais tendance à dire que l'ibuprofène est moins bon quand même que le paracétamol, parce que c'est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire, mais ça sera plus bénéfique, par exemple, pour les patients migraineux que le paracétamol aussi. Donc en fait, c'est pas simple. En fait, ça dépend de ce que vous avez. Il faut adapter le médicament à ce que vous avez. Il n'y a pas de remède miracle. Donc il faut adapter. Et donc dans les techniques, nous, on va dire complémentaires, qu'on développe notamment dans nos outils, dans nos applications, c'est donc de la remise en mouvement. On a travaillé avec une kiné qui s'appelle Emma, qui était spécialisée dans l'approche des douleurs chroniques, et donc on leur propose des petits exercices de remise en mouvement pour éviter la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement. Ah oui. Parce que les patients douloureux chroniques ont peur de bouger. Ils n'osent plus, ils ont peur de se faire mal, et c'est leur faire reprendre confiance en leur corps et leur montrer qu'ils peuvent faire des choses. Mais à petite dose, ça va être j'échauffe mon poignet, je fais des mouvements d'échauffement, nous, qu'on pourrait faire lors d'une séance de sport un peu plus classique. C'est des choses plutôt douces, et de se réapproprier son corps, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si vous en discutez sur votre ça chaîne. Me parle, je sais que c'est quelque chose que j'ai aussi dans les envies, c'est que d'aider les gens à mieux comprendre leur corps et à se le réapproprier,
à se reconnecter en fait et puis à leur corps. Quand ça fait mal, qu'il faut, pas étirer le bras, on arrête, on essaie de comprendre pourquoi, on va plus doucement, et puis peut-être c'est pas le bon exercice aussi. Et tout ça, nous on l'a digitalisé donc dans nos applis, mais c'est progressif. Vous avez une vidéo, une explication, et en effet, il faut être accompagné par des professionnels de santé. Ouais, c'est l'idéal. Il faut pas faire un tuto. C'est pas simple. Après, il y a une difficulté. Pareil, c'est des choses dont on parle, comme je t'avais dit, d'accessibilité justement à ces professionnels de santé. On en parlait. Tout le monde n'a pas de médecin traitant aujourd'hui. C'est un vrai problème. Ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux patients qui sont un peu en errance médicale au final? Alors, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je pose la question à 1000 euros. Là, c'est une question très, très compliquée. Parce qu'en effet, aujourd'hui, nous, on est dans un système de santé où beaucoup de choses passent par le médecin traitant. Ouais. L'accès aux spécialistes. Ça verrouille tout. Voilà, tout à fait, passe par le médecin traitant. Et donc, en effet, c'est pas facile d'avoir un médecin traitant aujourd'hui. Beaucoup n'en ont pas, notamment des patients douloureux chroniques ou avec des pathologies chroniques, diabète ou des choses comme ça, ou autres. Et malheureusement, ça, c'est un vrai problème. Mais il faut essayer, il faut essayer de forcer des fois un peu les choses aussi, et aussi d'essayer de trouver le praticien avec qui ça match aussi. C'est pas facile. C'est double difficulté. C'est double difficulté, mais alors le médecin traitant c'est compliqué, mais par exemple un kiné, tous les kinés n'ont pas la même approche. Ils sont pas spécialisés dans la même chose. À tester. Malheureusement, des fois ça marche du premier coup, des fois non, mais je dirais qu'il faut pas s'arrêter des fois à un avis, une approche. L'essentiel, c'est que vous vous sentez bien aussi dans cette approche-là. Il faut pas faire des choses dans lesquelles vous avez mal, vous vous sentez pas bien. Vous sentez pas bien. C'est pareil dans l'approche avec une psychologue ou un psychologue. Tous ne travaillent pas de la même façon. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche, qu'on se sente en sécurité, qu'on ait confiance. Mais je sais, c'est une chose très, très compliquée. C'est très compliqué. Et puis, pour avoir une note positive par rapport à ça, parce que ça prend du temps, mais c'est pas forcément un échec. Non. Quand ça ne matche pas, exactement. C'est plutôt je sais du coup ce que je veux pas. Alors exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est important de le voir comme ça. On est capable, le patient est acteur de sa santé et il sait. Le curseur, il sait jouer sur le curseur, et donc c'est déjà bien de savoir que cette approche elle nous plaît pas, elle nous convient pas. Ça c'est déjà un grand pas. Il faut pas se démotiver, même si je sais que le parcours est long et compliqué, mais il faut pas hésiter. Après je sais ça prend du temps. D'où en fait nous aussi la digitalisation de certains, on va dire approches complémentaires pour permettre à un maximum de patients d'avoir accès à ces approches là. Parce que de l'hypnose on en propose en centre de la douleur. Sur votre site, on a la liste de ces outils. Je vais venir sur les outils après. C'est pas si simple, mais il y a des praticiens qui sont formés à l'hypnose, à la méditation pleine conscience, ou à la remise en mouvement. Mais en effet, il faut être accepté dans un centre de la douleur. Et nous, l'idée, c'était justement que ces approches-là, de manière digitalisée, puissent bénéficier à un maximum de patients. Donc, on a un projet aujourd'hui. Alors, c'est plus ma responsable qui pourrait vous en parler, mais je vais vous en dire quelques mots, qui s'appelle Colibri. Colibri. J'ai un de mes modos qui s'appelle Colibrigan. C'est un petit colibri, voilà. Alors, c'est Quality of Life. Quality of Life. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Qui est un petit colibri en logo, qui est en fait une synthèse de tous nos projets passés côté Analgesia. Donc, qui en fait est un mix un peu d'Idol, l'outil que je vous parlais tout à l'heure, qui est testé en centre de la douleur, qui est un mix aussi d'une appli qu'on avait développée qui s'appelait Apésia, justement, avec toutes ces approches complémentaires digitalisées en vidéo, avec un accompagnement visuel et audio. Et donc, on a pris le meilleur de ces deux outils pour en faire un outil qui s'appelle Colibri et qui aujourd'hui... c'est ça. Et qui aujourd'hui, en fait, c'est un gros projet qui est porté par la Fondation et qui a même, en fait, est porté par notre filiale, qui est en fait un projet où on souhaite aller chercher le remboursement de cette thérapie. On appelle ça un DTX, c'est Digital Therapeutics. C'est nouveau en France, ça existe beaucoup en Allemagne. C'est-à-dire, c'est une appli qui équivaut à un médicament, mais c'est digital. Voilà.
Voilà, c'est Digital Therapeutics, la thérapie digitale. Et donc, c'est aujourd'hui, on peut... il y a un gros dossier qui a été monté, du coup, donc, par Analgesia et sa filiale pour aller chercher le remboursement de cette thérapie. Donc, le dossier est déposé. On espère avoir un retour positif, même si les autorités de santé sont assez frileuses encore là, sur ces thérapies. Il y en a très peu aujourd'hui. Il y a des études pour prouver, parce que c'est ça en fait qui les fait changer des fois d'avis. C'est ça, oui, mais même avec ça, c'est vrai que c'est compliqué. Puis bon, je pense que le contexte aussi économique. Oui, j'allais dire en même temps, donner de l'argent pour aider les gens, la santé, tout ça. Voilà, c'est compliqué. C'est ça, c'est trop demandé. Et donc, aujourd'hui, donc cet outil, il fait l'objet d'une étude clinique. Voilà, donc avec des patients qui utilisent et qui ne l'utilisent pas. Et donc, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un réel apport de l'outil. Et donc, cet outil, aujourd'hui, il est aussi en test et donc, il peut être prescrit par les médecins généralistes. D'accord. Voilà, il y a une plateforme, donc c'est la plateforme Aptera. Si tu veux l'écrire. Aptera, hop, voilà. Oui, tu peux appuyer sur entrée. Il n'y a rien de sacré. Voilà. Aptera, qui est dans notre partenaire du coup de notre filiale, qui permet en fait, vous en parlez à votre médecin généraliste. Et si vous voulez tester Colibri, il se connecte sur la plateforme Aptera avec son code médecin, numéro RPPS, ça s'appelle. Et donc, il peut prescrire Colibri. Et donc, c'est sous forme d'application où vous avez un parcours personnalisé aussi. C'est-à-dire qu'ils vont vous poser quelques petites questions en début de parcours et ensuite, ça va vous proposer, vous allez répondre à des questionnaires sur le sommeil, l'anxiété, mais ça va aussi vous proposer, comparé à Idol, ces outils de méditation, d'hypnose, etc. pour essayer de tester en fait et voir si ces approches fonctionnent. Et nous, ça serait l'idéal en fait d'avoir ce remboursement, c'est-à-dire que ce serait un outil qui pourrait être proposé par le médecin généraliste dès que le patient vient le voir en consultation et qui souffre et qui se plaint de douleurs chroniques. C'est un outil aussi pour aider les médecins à voir qu'est-ce qui marche exactement, qu'est-ce qui marche. On a plutôt de bons retours maintenant. Il faut. C'est long quoi. C'est long. Et puis en plus il faut passer l'info au médecin. C'est gratuit parce que c'est encore en cours de test et d'expérimentation. Mais l'idée, c'est que ça reste gratuit avec la promotion. Le remboursement. La promotion de test. En fait, c'est ça, on avait des outils. Et ils peuvent faire des retours si les patients testent comme ça. Ils font des retours. Oui, il y a des questionnaires en fait d'évaluation de l'outil. On vous demande vos commentaires et autres. Et donc, en plus, je parle du coup de beaucoup de digitalisation des contenus, mais nous, on souhaitait garder une trace écrite aussi, parce que l'apprentissage, on retient mieux aussi par l'écrit, parce que le digital, c'est vrai qu'on passe vite et des fois, c'est difficile de retenir les messages clés. Et donc, en fait, d'une fois que le patient a téléchargé son appli et lui a été prescrit par son médecin, il y a une petite enveloppe qui part par la poste à destination du patient où il y a un petit livret progressif où c'est un peu comme un cahier de vacances. Vous avez des petits exercices en lien avec les contenus qu'il y a dans l'appli. D'accord, Donc, c'est aussi pour permettre au patient d'avoir une trace. Je ne sais pas, par exemple, il y a l'agenda du sommeil, l'agenda des migraines, je ne sais plus exactement. En fait, c'est un peu la version papier de Idol ou d'Holoclick. Oui, c'est ça, Apésia, voilà. C'est un peu on a repris le meilleur des deux applis. Et donc, il y a quand même, on tenait à ce qu'il y ait quand même le patient puisse écrire, retenir des choses, se replonger aussi dans ce qu'il a écrit il y a quelques mois pour voir aussi son évolution, voir ses progrès. Ouais, c'est un journal de bord, en fait. Exactement, un journal de bord. Nous, on paye ça un petit cahier d'exercice, mais pour qu'il puisse voir son évolution. Ouais. Et c'est vrai que je sais pas si elle est là, mais j'ai une de mes modératrices qui a une rectocolite hémorragique, spondylite ankylosante, elle a la totale. Et elle disait que maintenant, effectivement, comme elle a des rendez-vous espacés avec ses spécialistes, elle note. Ah oui. Elle note pas que forcément la douleur, mais tous les symptômes. Ressenti. L'agenda, en fait, est très intéressant, même je dirais pour toute pathologie, parce que parfois, des fois, on ressent une douleur, mais des fois, on peut recontextualiser aussi. Je
sais pas, un pic de stress. Alors, je ne mets pas tout sur le compte du stress, mais des fois, c'est vrai que ça peut enclencher. Hein, mais les émotions bonnes aussi peuvent déclencher des choses aussi dans le corps. Oui, tout à fait, c'est pour ça. Donc, du coup, c'est assez intéressant, voilà, des fois de constituer ce petit agenda avant son rendez-vous et se poser et se dire ah oui, bah là, finalement, je vois bien que... il y a eu tel ou tel événement, ou voilà, pour essayer de comprendre déjà avant tout pourquoi cette douleur arrive à tel moment. En fait, c'est un peu l'histoire de la douleur, in fine. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et chaque histoire est différente. Oui, en plus. Bah, sinon, c'est pas drôle. Ah non, sinon, c'est pas drôle. Et du coup, là, l'accessibilité, donc vous tentez de faire pas mal d'applications pour que ce soit accessible aussi au plus grand nombre, en fait. C'est ce qu'on se disait pour éviter cette, on va dire ce goulot d'étranglement dans les centres de la douleur, et puis pour aussi outiller les médecins généralistes. Hein. C'est ça aussi, l'accessibilité aux professionnels aussi, comment ils ont les informations, parce que là tu parlais de Colibri, etc., qui est pour être prescrit, mais il faut que les médecins ils savent. Il faut qu'ils aient l'info, il faut qu'ils soient sensibilisés, et donc qu'ils y adhèrent aussi. Alors voilà, c'est ce que c'est exactement ce que j'allais dire. Tous les professionnels de santé n'adhèrent pas. Hein. Alors je dis pas que c'est pas forcément les médecins les plus âgés qui adhèrent pas non plus. Je veux dire, c'est dans leur méthode de travail. Il y a des jeunes cons aussi. Hein. Non, mais tout le monde n'adhère pas. Il n'y a pas d'âge pour être con. Non, et puis après, c'est vrai qu'il y a une question de timing, de temps. Mais on a quand même des professionnels de santé. En tout cas, il y en a certains qui nous font des retours. Ils nous disent, ah oui, mais là, mon patient, parce qu'on a des retours, j'ai vu qu'il allait mieux. Il avait évolué dans la compréhension de sa douleur. C'est déjà bien. Ça ne résout pas tout, mais c'est déjà super. Donc en effet, alors nous, on essaie au maximum avec des réseaux, donc des partenaires, et notamment Aptera en fait partie, parce que voilà, c'est un peu on est un partenaire où ils ont plusieurs applications, donc des DTX. Donc nous, c'est la douleur chronique, mais ils ont aussi des choses dans le diabète ou autre. Donc on essaie, mais c'est le tout début aussi en fait de ce genre de thérapie digitale. Et donc voilà, il y a certains qui sont un peu frileux, d'autres un peu moins. Il faut aussi tester. Il y en a certains qui testent eux-mêmes pour voir un peu, qu'est-ce qu'il y a dans cette appli, comment c'est fait, est-ce que c'est pas trop... les infos sont pas trop redondantes, parce qu'il y a des systèmes de notification aussi. Donc c'est pareil, c'est un juste milieu. Il faut pas non plus que le patient soit sursollicité, qu'on lui rappelle sa douleur tous les jours. Oui, en fait, c'est trouver le juste milieu entre... En même temps, il faut suivre pour avoir l'histoire, et en même temps, il faut réussir à mettre de la distance et pas y penser tout le temps, parce que sinon, on encourage au final. Et c'est ça. Le but, c'est pas de... Et donc, des fois, il y a certains qui nous disent « Ah, mais moi, ça me rappelle trop ma douleur. » Il y a des patients qui adhèrent pas du tout. Ce qui s'entend aussi, en fait. Je dirais une chose, c'est qu'en fait, avec ces outils-là, c'est pas la pilule miracle. C'est demande un engagement du patient sur du moyen ou du long terme. C'est-à-dire que vos efforts, votre progression dans ce genre d'outils, elle se fait pas à pas et ça prend plusieurs mois. Donc c'est pas aussi tous les profils de patients. Il y en a certains, le médecin ne sait qu'il va pas prescrire cet outil à ce patient parce que il est dans une phase peut-être un peu plus complexe, où il attend des résultats rapides. C'est pas le type de patient qui va adhérer à cet outil. Soyons honnêtes. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que il faut avoir ça, être conscient de ça. Oui, tout à fait. Et voilà quoi. Je regarde un peu dans les choses. Est-ce que vous formez du coup des praticiens ? Comment vous communiquez ? Alors, nous, on ne forme pas les praticiens directement, mais ça fait partie quand même de nos missions de sensibiliser les professionnels de santé à la douleur chronique. Nous, on a l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques, qui est une entité qui est hébergée, nous, à l'Institut Analgesia, qui en fait, sa mission à cet observatoire, c'est de sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels de santé. Et c'est passé notamment à l'automne dernier par une grande étude qu'on a menée auprès du grand public via l'Institut de sondage Opinionway. On leur a posé des questions sur la douleur chronique, et puis surtout en fait combien de patients douloureux, combien de Français étaient douloureux chroniques. Parce que la dernière étude, en fait, on utilisait des chiffres qui dataient coucou Obli qui dataient de 2008. Donc voilà, le Covid est passé par là. Enfin, c'était quand
quand même, c'est des chiffres qui dataient un petit peu. Et donc, nous, on voulait remettre à jour ces chiffres-là, justement, pour alerter le grand public, les pouvoirs publics, mais aussi les professionnels de santé en disant... Déjà, 10 millions, c'était beaucoup. Hein. 10 millions, c'était beaucoup. Et là, on est à près de 23 millions. Pour alerter en disant... Et puis, ça touche des pathologies diverses et variées. Arthrose, migraine, neuropathie, endométriose, fibromyalgie, voilà. Et donc, cet outil-là, nous... l'observatoire, pour nous, c'est un outil pour alerter. Donc on a fait une grosse campagne presse à l'automne dernier pour justement officialiser ces chiffres. On a eu une très belle couverture presse dans des médias nationaux, voilà, avec de belles audiences. Donc ça fait partie de notre mission. Alors peut-être que c'est des petites graines, mais en tout cas on essaie que nous, en termes d'objectifs de notoriété, c'est que douleur chronique égale analgésia et aller chercher des infos sur analgésia et voilà. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, alors j'ai pas eu le temps de trop creuser sur le site Analgésia, mais vous regroupez pas mal de choses, où vous êtes un lien entre beaucoup de choses. Exactement, on est un lien entre sur les votre patients. Site, on y a accès à tout ça. Okay. On répertorie des associations de patients et ça c'est très important, comme je disais, d'avoir des retours de terrain. Donc voilà, il y a donc la FVD qui est une association un peu globale. Après, vous avez Endo France pour l'endométriose, on a Fibromyalgie France aussi, voilà, pour la fibromyalgie. Ouais, vous êtes un pont, on fait le lien un petit peu, en tout cas on essaie, même si c'est pas facile, de faire le lien, et donc on diffuse nos infos à travers ces associations de patients qui sont en contact elles-mêmes avec les patients douloureux chroniques. Et pour les médecins, tout à l'heure sur la formation, nous on a créé du coup suite via l'OFDA des petits supports sur sur le bon usage des médicaments antalgiques. Donc ça s'adresse aux patients avant tout. Sur les règles, mais les médecins combien de grammes de paracétamol par jour puis-je prendre, parce qu'il y a un gros travail aussi sur l'usage des antalgiques. On s'est rendu compte que les patients savaient pas, ils n'avaient pas les infos, et aussi que les médecins des fois prescrivaient des choses qui n'étaient pas forcément compatibles. Oui, aussi. Donc nous, on a édité, on passe encore par le format papier, notamment lors de congrès auprès de médecins, notamment de la douleur. Avec des petits supports, on a aussi fait une synthèse des recommandations donc de la Haute Autorité de Santé sur le bon usage des médicaments antalgiques opioïdes. Donc voilà, on essaie. Alors c'est un vaste travail et c'est difficile de toucher tout le monde, parce que on dit souvent quand on touche tout le monde, on touche personne. On commence nous à avoir quand même une certaine notoriété dans le domaine de la douleur. Le grand public, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, c'est des actions, c'est ce genre d'actions qui nous aident à diffuser notre message. À toucher le grand public, justement. À sensibiliser et aussi à faire prendre conscience aux gens qu'on peut ne pas être touché par la douleur chronique, mais un de ses proches peut l'être aussi. Voilà, c'est pas... ça peut alerter. Dans les questions dont je t'avais parlé, c'était justement comment en parler à son entourage, comment informer, parce que c'est difficile, ça ne se voit pas. Ça, c'est très dur. Je pense qu'il faut vivre au quotidien avec la personne pour se rendre compte de l'impact sur la qualité de vie. Et ça, malheureusement, c'est compliqué parce qu'on est sur quelque chose qui est invisible. C'est très très difficile. C'est un handicap invisible. Invisible. Ce qui me vient la question d'après, qui était justement, est-ce que c'est reconnu comme un handicap? Et là, tu disais... Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je ne saurais pas dire exactement parce que, en effet, certains sont reconnus... un dossier MDPH ou autre. Et là, ce que je disais, il y a des personnes, notamment une assistante sociale, qui peut aider à monter un dossier. Après, chaque cas est particulier. Et il ne faut pas hésiter à se rapprocher, en effet, de la MDPH, de votre médecine du travail, si ils sont sensibilisés à la question aussi, parce que la douleur aussi engendrée par le travail peut devenir chronique, et donc c'est important aussi de le dire, même si on a peur, de perdre son travail. Ça aussi, c'est des questions qui ne sont pas simples. On a du mal à en parler. Il faut en parler, essayer de se faire accompagner, ne pas rester seul. Et en effet, il y a des organismes, il y a des choses, mais voilà, en général, il vaut mieux se tourner vers une assistante sociale, vers un organisme, par des spécialistes de ce type de dossier, parce que c'est des dossiers... c'est des dossiers qui sont lourds, il faut se faire accompagner.
Voilà. Alors, Calligraphe posait la question, bonjour à toi, quel est votre avis sur la prise de tramadol pour les douleurs chroniques? En fait, on a un petit peu parlé tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé entre-temps, mais qu'en gros, c'est pas du tout un truc miracle et que c'est pas forcément sur les douleurs chroniques, c'est pas forcément les meilleurs médicaments. C'est pas les meilleurs médicaments. Alors après, je peux pas juger dans quel cadre et autres ça a été prescrit, mais c'est vrai que c'est pas les opioïdes. Puis les opioïdes sont prescrits en général, voilà, suite à une opération et le traitement est prescrit pour une durée bien déterminée, sauf que l'automédication, l'armoire à pharmacie fait que... Et même dans le cadre d'une opération, je trouve que c'est limite à chaque fois. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai eu de la codéine et du tramadol, en général, qui m'étaient prescrits pour mes opérations d'épaule, parce que j'ai des gros soucis. Et en fait, heureusement que je connais un peu et tout, et je n'en prenais qu'au besoin. Alors que si je suis la prescription, c'était matin, midi et soir, quoi. Et puis ça, les effets secondaires sont... Et ça, je trouve dommage que c'est pas précisé. Mais oui, on est toujours un peu dans la forme, dans la limite de la limite, voilà, tout à fait. Mais bon. Et oui, non, c'est pas forcément la meilleure des choses. Spondylarthrite ankylosante, donc prescrit pour gérer les fortes douleurs. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est une utilisation plus ponctuelle que tu vas en faire, pas forcément systématique. Systématique, ah oui. Alors là, je suis pas assez calée, moi, pour... Puis comme tu disais, c'est au besoin, chaque patient est différent. Et si ça soulage ou pas. Après, ça dépend aussi dans quel cadre et autres. La morphine est beaucoup plus encadrée. La mise en place de la livraison, oui, maintenant, il y a des ordonnances sécurisées. Ok, voilà, d'accord. Qui on va dire, régulent un petit peu mieux la prise de ces médicaments. Mais en effet, c'est pas toujours voilà, délivré à bon escient. D'où en effet cette sensibilisation sur le bon usage des antalgiques. C'est sensibiliser sur la douleur chronique, la faire connaître, détailler les pathologies concernées, mais c'est aussi sur le bon usage. Voilà. Prennent pas en compte le poids des patients ni le genre pour les enfants. Et oui, il y a tout ça à prendre en compte. Et ce petit livret, vous pouvez le retrouver sur le site de l'OFDA. Je vais le noter. OFDA. Là, vous avez plein d'infos dans le chat. Voilà. C'est des infos d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un y a pensé, parce que du coup, j'aimerais bien les mettre dans mon Discord, parce que dans mon Discord, j'essaye de créer une espèce de biblio. D'annuaire, de plein de trucs. Et un jour, dans mon idéal, j'aimerais faire un site internet où vous avez, selon les régions, selon votre type de truc, où vous pouvez aller chercher de l'information, parce que c'est pas évident, quoi. C'est toujours et ça. C'est beaucoup d'associations, au final. Et oui. Et puis les associations de patients, c'est souvent le président ou la présidente qui porte l'assaut, qui est aussi douloureux chronique. Enfin, c'est quand même, ils font un travail assez remarquable, comme tous, certains travaillent. Donc, ils font tous au mieux, mais en tout cas, on va dire. C'est bien d'aller les contacter parce que déjà, on se sent moins seul. Oui, rien que ça. On peut échanger, ils peuvent donner des conseils, il y a des groupes de parole. Je sais que la FVD fait beaucoup de choses en visio et à distance. Il fait un gros travail aussi de sensibilisation. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi des associations de patients qui peuvent... Voilà, vous pouvez retrouver des fois des profils qui correspondent aussi à ce que vous vivez, vous, au quotidien. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà. Alors, j'avoue que j'y avais pensé aussi à cette question, à Galian qui parle. En fait, on a fait un React, G1000 je ne sais pas si ça va te parler, a fait un reportage, entre guillemets, sur le CHU de Montpellier, la partie centre, justement, de traitement de la douleur et les problèmes qu'il y a eu, notamment avec le chef de service et un des médecins qui était en fait un chaman, et le chef de service qui était dans la psychanalyse et en fonction de comment vous êtes habillé, pouvez vous raconter votre vie. Oui. Voilà, et c'était très problématique. Et oui. Auriez-vous après des données sur le ratio de centre de la douleur qui sont problématiques? Ah non, pas du tout. Ça, en même temps, on peut pas le savoir avant que ça soit. Non, ça on peut pas le savoir. En effet, c'est comme tout. On en parlait tout à l'heure. Il faut être un centre de la douleur. Le problème, c'est ça, c'est que la patiente qui témoignait disait le problème, c'est que j'avais peur de dire quelque chose parce que c'est tellement dur d'y rentrer que j'allais perdre ma place. Mais je comprends. Et du coup, c'est une situation. En fait, c'est ça. T'es en situation de faiblesse et t'as des gens comme ça qui profitent de leur statut, quoi. Et c'est compliqué. J'ose espérer que c'était, on va dire, un cas particulier.
Mais en effet, j'ai malheureusement eu d'autres témoignages de ce genre. De maltraitance. D'accord. Mais l'ordre des médecins, enfin, je sais pas si tu es au courant. Alors je ne sais pas. Hein, oui, puis j'avoue, je veux pas aussi rentrer trop dans ce débat, mais en effet, on en parlait tout à l'heure, c'est que à un moment, quand vous sentez aussi que certaines limites sont dépassées. Vous voyez que vous vous sentez pas bien avec ce praticien ou autre, il faut aussi écouter ses limites, s'écouter comme dans la douleur en fait, comme et on parlait important. aussi des thérapies complémentaires avec des gens qui proposent des choses un peu des fois chères, pas validées scientifiquement ou autre. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Voilà. C'est vrai que c'est un peu triste quand on parle de ça, mais oui. Et oui. Oui, j'ai une activité là. Ouais. Ouais, on va conclure. Il n'y a pas de souci. Je checkais l'œil. Je checkais l'horaire, pardon. Ah oui, non, pas de souci. Oui, c'est un sujet délicat. C'est un sujet un petit peu délicat. Après, l'ordre des médecins s'est fait rattraper. Est en train de se faire rattraper. Il y a un article 40. La justice a pris le truc. Donc je crois que les choses ont été prises en main. Il y a un petit espoir que les choses changent. Voilà. En fait, c'est le manque de sanctions qui fait que ces trucs-là. Qui est un peu, et il en faut pour rétablir la confiance. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de personnes en fait qui perdent un peu confiance. Et oui. Non, mais je comprends tout à fait j'essaye de rétablir ce lien. Je comprends tout à fait le retour. En effet, je sais que il y avait des mesures qui avaient été prises, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, il faut pas hésiter aussi à faire remonter des choses, qui vous semblent un peu délicates, un peu étranges, exactement. Et Solti, pour ta question, comme les douleurs émotionnelles, est-ce que le fait de comprendre et accepter la douleur peut la soulager ? Ça joue en fait. Alors ça même un peu, oui, ça joue parce que le fait de comprendre permet aussi d'anticiper des fois un petit peu les choses aussi, notamment lors de pics de douleur et de se dire bon là j'ai un événement un peu stressant, mais comme nous, même comme les patients douloureux. Ouais, j'ai eu un torticolis juste avant le truc et j'ai fait je connais, je sais, c'est la douleur. Du coup ça s'est passé. Et puis on se sent en confiance aussi quand on comprend. On maîtrise son corps, on est un petit peu plus maître de son corps et donc on se fait confiance. Et donc on prend un peu le dessus sur la douleur aussi. C'est nous qui tenons la barre, c'est pas elle. C'est pas elle, exactement. C'est de la surmonter cette douleur et de se dire c'est pas elle qui va diriger ma vie. Donc oui, tout à fait, comprendre, la compréhension passe par là. Oui, tout à fait. Et as-tu des contacts pour des assos? J'avoue que je suis un peu perdue pour pas mal de choses. Et ma rhumato est pas très propice à beaucoup de choses. Alors moi, l'association vers qui je vous conseille d'aller, c'est la FVD, l'association française pour vaincre les douleurs. C'est une association qui est un peu généraliste, où il y a des patients douloureux chroniques qui ont des pathologies un peu différentes. Et en effet, sa présidente Audrey fait beaucoup de choses. Elle est très dynamique, elle est douloureuse chronique. Et donc, je sais qu'ils font des fois des cafés Zoom pour échanger. Il y a différents, des visios aussi thématiques. Donc oui, vous pouvez vous rapprocher d'eux sans souci. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Parce qu'on a beaucoup échangé. J'ai même pas regardé les questions. Oui, moi j'ai regardé un peu de loin. Peut-être qu'il y en a qui sont zappés, mais comme tu as aussi mis, puis ils ont pu poser des questions en direct. C'est vaste comme sujet. En tout cas, merci beaucoup pour merci à toi. Pour ta présence. De rien, normal, c'est un plaisir. C'est super. On a une belle ambiance et on a une belle cagnotte aussi. Et merci à tous pour vos dons et votre soutien. Voilà. Et même si vous ne pouvez pas faire de dons, votre soutien compte. Ouais, ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne continuation, bon courage pour les autres interviews, du coup. Oui. Non, mais je suis lancée, là, c'est bon. C'était ta première ? Oui, c'était la première. Voilà. T'as inauguré. Sur Live 6, c'était ma première. Merci à vous, merci beaucoup.